retrouve pour la dernière session, on va dire individuelle, sur le dernier défi de cette journée de modernisation. Donc, on va s'attarder sur la valorisation des données qui sont stockées dans DB2 et j'emploie volontairement le terme de DB2 en fait, cette base de données, sans forcément encore parler de PF ou de table ou de SQL, j'en parlerai suffisamment après. Au niveau de l'agenda, donc c'est ce que je disais, donc là on a la session ensemble sur le défi numéro 10, sur la valorisation des données DB2, et rester ensuite sur le dernier défi qui en fait va présenter le résultat de la plateforme modernisée, donc le défi 11 qui va faire la synthèse des 10 défis de modernisation de cette application autour des fournisseurs. Donc, au niveau donc un petit mot sur moi. Donc, moi, je suis Gauthier Dumas, dirigeant de CLD Innovation. Bon, je vais passer rapidement, mais en gros, on intervient principalement sur les domaines de l'open source sur IBMI et de la sécurisation de flux, de l'interrogation avec SQL et justement de la valorisation des données, donc notamment au travers de DB2 Web Query et d'une solution dont on va parler aujourd'hui. Alors, le constat, un constat d'origine, en fait, je pense qui ne fait pas débat, sur lequel on sera tous d'accord, c'est que les données, aujourd'hui, sont considérées, en fait, comme le nouvel or des entreprises. C'est vraiment à très forte valeur dans une entreprise. Et je parle bien des données. Très souvent, elles viennent de nos applicatifs historiques, donc les applications legacy, peu importe les technologies utilisées et la modernité de nos applications. En fait, on stockait historiquement les données dans des PF, dans la base DB2. Donc, leurs origines sont souvent assez lointaines. Et étaient alimentés alors par divers processus, mais notamment des applicatifs 5250 avec de la saisie ou au travers d'écran. Donc, cette base de données, effectivement, elle est alimentée et elle est exploitée par les applications 5250, sauf que complètement en parallèle de la modernisation de ces applications qui vont permettre de l'alimenter en suivant des règles métiers, avec des contrôles métiers, du contrôle validation. On peut parler également dans la modernisation de la base de données, d'une approche data-centric en essayant de rapprocher le plus de règles métiers directement de la base de données, tout simplement pour augmenter l'intégrité des données. Donc ça, c'est ce que vous avez pu voir dans divers défis de cette journée modernisation. Là, nous, on va s'attarder sur une deuxième partie, et par rapport à la roadmap présentée aujourd'hui, en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que ce que je vais vous présenter, c'est la valorisation des données, mais on n'a pas de prérequis d'étape en amont, en fait. C'est-à-dire que cette valorisation des données pour analyser les données qu'on a déjà dans la base de données, en réalité, vous pourriez commencer votre modernisation, votre processus de modernisation, pourquoi pas, par cette valorisation-là. Donc, historiquement, comment on analysait ce qu'on peut retrouver chez certains clients, en fait, on pouvait récupérer les informations, on pouvait analyser les données, mais au travers d'applicatifs 5250. En fait, il y avait des développeurs qui écrivaient des logiques justement récapitulatives d'informations, qui proposaient au travers d'écran des filtres à leurs utilisateurs, donc des critères de recherche, des filtres, etc. Et on pouvait exploiter les résultats, soit parfois dans des fichiers spool, pourquoi pas qu'on pouvait sortir sur des imprimantes ou après dans des PDF un petit peu plus tard, ou tout simplement sur des sorties écran 5250 avec les limitations que l'on connaît. Et puis d'autre part, on pouvait analyser justement ces données au travers de queries ou au travers de requêtes SQL, pourquoi pas, mais ceux qui ont déjà franchi le pas du SQL. Donc, par rapport à tout ça, en fait, les besoins de métier, là, je ne parle pas du besoin de l'informatique, je parle vraiment des besoins des utilisateurs qui vont consommer la data. Donc, les besoins métiers, eux, ils ont bien évolué. Et aujourd'hui, ils vont demander des interactions simples et rapides avec en fait, des interfaces intuitives qui vont permettre, par exemple, pourquoi pas, d'obtenir le chiffre d'affaires d'un fournisseur en telle année, pourquoi pas le découpage, le nombre de fournisseurs, ou enfin voilà, des statistiques autour de l'activité de l'entreprise
pourquoi pas au travers d'une interface web et moderne. Donc l'idée des interfaces web aujourd'hui qui proposent des solutions un petit peu orientées BI, quelque part, c'est tout l'objet, la partie clé, quelque part, ça va être de proposer une transformation de données en information. L'information étant une donnée qui a été transformée justement pour lui donner du sens. Donc, pour répondre à ces besoins, en fait, nous, on se tourne vers principalement les technologies web. Thierry Labruni parlait dans un des défis que l'IBMI doit être considéré comme une plateforme comme les autres, comme du Windows, du Linux, etc. Et donc, si le besoin, c'est d'avoir une interface web, eh bien, en fait, la réponse, ça va être de faire du web sur IBMI ou en satellite de l'IBMI, pourquoi pas. Pour le coup, on aura le choix entre les deux. Et donc, si jamais on a besoin de faire du web, ben, quoi de mieux que d'utiliser des technologies standards du web, comme partout ailleurs, donc sans langage spécifique, et qu'on va faire tourner directement sur notre chère plateforme. Donc, pour cela, ben, en fait, on s'appuie principalement sur des briques open source sur IBM. Donc, parmi ces briques, on va retrouver notamment le PHP, le Node.js, le HTML, le CSS, le JavaScript, même si ça ne tourne pas vraiment sur l'IBM, en fait, ça c'est juste ce qu'on va donner pour faire une IHM web. Mais en réalité, la liste est longue des produits open source et quelque part, mon message autour de ça, c'est consultez-la, parce que justement, elle est longue au travers de ACS et du gestionnaire de modules open source. Vous avez juste à vous connecter avec ACS à cette interface et vous allez avoir la liste des modules qui va vous donner un aperçu des possibilités, des choses que l'on peut faire avec l'open source sur IBM. Donc, au niveau de ces briques open source et de ces langages web, c'est très puissant. Mais en fait, ça va demander aux entreprises un investissement initial, que ce soit dans les compétences des équipes, donc soit de recruter des compétences web, soit au travers de la formation pour faire des montées de compétences des équipes en place sur ces techno-web. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet compétences là-dedans. Donc, ça reste quand même un investissement, il ne faut pas se le cacher. Deuxièmement, c'est un investissement parce que du coup, ces langages-là, on va pouvoir utiliser ces langages pour fabriquer des applications qui vont correspondre à nos besoins, tout en respectant un aspect web, moderne, intuitif, ergonomique, etc. Mais tout ça, du coup, justement, il faut un investissement initial dans du développement qui va induire de la gestion de projet, des développements, des tests. Et là, on peut retomber aussi sur le DevOps, par exemple, qui est intéressant, la culture DevOps sur ces développements web, notamment. Donc, c'est une solution, c'est très intéressant, mais ça demande du développement. Ce que nous allons voir aujourd'hui, au final, c'est d'illustrer quelque part une solution qui s'appelle Seed, que nous éditons en fait, donc Seed Start sur Dashboard, qui elle-même s'appuie sur des briques open source. Et l'idée, au final, c'est de s'appuyer sur ces briques pour avoir une solution clé en main avec démarrage rapide et qui fournit directement une interface intuitive pour construire des modules graphiques, tableaux, des explore Excel, des tableaux de bord, enfin, tout ce que l'on va voir ensemble. Donc, l'idée de ça, au final, c'est, comme je le disais, c'est un démarrage rapide, voilà. Donc, l'investissement initial, au final, il est beaucoup moins fort que quand on doit adopter une technologie open source, quand on part de zéro. Ensuite, du coup, c'est un outil qui va être vraiment simple et rapide et intuitif. Et puis, voilà, c'est ça sur lequel je voulais appuyer, le troisième point. C'est pas besoin de retoucher les programmes ou de revoir l'existant. C'est en ça que, en fait, ça peut être un premier levier de modernisation sans, dans un premier temps, retoucher à notre existant. Et que dans la roadmap, en fait, ça pourrait intervenir en début du cycle de modernisation ou à la fin. Enfin, là, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, il n'y a pas d'autres prérequis pour se lancer là-dedans. Et puis, donc, du coup, ça va évidemment proposer des nouvelles fonctionnalités modernes aux utilisateurs. Donc, en fait,
c'est simplement, on ne fait pas de la modernisation pour, entre guillemets, simplement enlever de la dette technique. Ça, c'est très important. Je pense qu'on en a suffisamment parlé dans les différents défis lors de cette journée. C'est que là, en plus de, quelque part, de découvrir une nouvelle culture web open source qui apporte des nouvelles possibilités, et bien, en fait, en plus de ça, on va apporter des vraies fonctionnalités, un vrai gain au final aux utilisateurs finaux et aux utilisateurs métiers qui sont demandés. Donc, pour rester sur Seed, qui sera l'objet de la démonstration de cette session, quelques points clés, en fait, c'est déjà que Seed est multiplateforme. J'insiste vraiment sur le fait que ça montre vraiment que l'IBMI est un serveur, entre guillemets, standard, enfin comme les autres. Ce qu'on peut faire tourner dans du Windows, du Linux et du Mac, mais en fait, on le fait tourner à l'identique sur l'IBMI, et ça marche très bien. Donc, cette application Seed, bien évidemment, elle fonctionnera sur l'IBMI, mais aussi sur du Windows, du Linux, et pourquoi pas sur un Windows ou un Linux qui attaque les données de l'IBMI. Ça va être rendu possible par le fait que Seed va intégrer directement de nombreux connecteurs de bases de données, avec notamment le connecteur natif DB2, quand on est sur l'IBMI, mais également des connecteurs un peu classiques qu'on retrouve souvent, mais MySQL, SQL Server, et il y en a d'autres, mais c'est surtout ODBC. Donc, en fait, au travers d'une connexion ODBC, si vous installez Seed, par exemple, sur un environnement Linux en satellite de votre IBMI, vous allez pouvoir communiquer avec votre base de données et la valoriser, et valoriser les données qu'elle contiennent, mais tout simplement en s'appuyant sur ce connecteur ODBC. D'ailleurs, juste un petit mot sur l'ODBC, mais on pourra également le faire tourner en local sur l'IBMI, puisqu'en fait, c'est vraiment la nouvelle orientation d'accès base de données d'IBM, en fait. C'est vraiment de standardiser cette couche d'accès aux données, du moins depuis les environnements PAIS. Donc voilà, on pourra faire de l'ODBC quand on installe Seed sur l'IBM. Donc, ce que ça apporte, ça va apporter de nombreux modules graphiques et des possibilités d'export et de tableaux. Donc, ça, c'est vraiment l'objet de la présentation. On aura la possibilité, très simplement, juste en cochant une case, de donner la possibilité d'exporter des données dans Excel. C'est des choses qu'on sait faire par ailleurs, mais là, ça va être intégré juste dans une interface web. Donc, on va pouvoir également paramétrer des modules et des dashboards en fonction de formulaires de recherche ou de critères de sélection. On aura également des refreshs automatiques et puis une notion de visibilité des dashboards en mode privé. Et donc, du coup, on donne accès à certains utilisateurs à des dashboards ou publics. Et à ce moment-là, on a un dashboard. En fait, c'est une page publique pour l'entreprise et tout le monde qui a accès à l'URL, au final, pourra voir ce qu'il y a dedans. Dernier point clé, c'est que tout est développé avec une approche dite SOA, donc service orienté d'architecture, et quelque part, tout fonctionne sur un principe d'API Web Service. Ce qui signifie que tout ce que vous allez fabriquer, tous les modules, les graphiques, les tableaux, même les exports Excel que vous fabriquez dans Seed, au final, sont accessibles au travers de web services authentifiés, donc sécurisés. Et donc, vous pouvez vous servir de Seed pour générer des graphiques et pourquoi pas les appeler et les intégrer dans un intranet existant ou une autre application que vous auriez à côté. Donc, on va passer, plutôt que des mots, c'était intéressant de passer quand même sur ces points clés, mais plutôt que des mots, on va passer directement sur la démonstration de Seed. Et puis, on va rentrer un petit peu dans du concret. Donc, le temps de prendre mon navigateur sur le nom. Voilà. Alors, hop. Voilà, donc j'en ai ouvert deux, c'était juste pour vous montrer le côté multiplateforme. Alors en fait, là, ce que l'on peut remarquer dans le navigateur, donc c'est la manière de connexion de l'outil Seed, c'est que là, en fait, dans un premier temps, je vais accéder à une application, mais qui est directement sur l'IBMI. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que j'ai ouvert deux onglets. En réalité, Seed se compose de deux applications web distinctes. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un back-end que l'on appelle le Seed Builder qui va nous permettre de construire les modules, les graphiques et les agréger quelque part dans des dashboards, donner les accès. Et puis le visualiseur qui, lui, sera l'interface d'accès des utilisateurs finaux
pour tout simplement pour consulter les datas et jouer avec les datas. Alors, je vais commencer par me connecter sur l'IBMI, donc sur la partie visualiseur. OK. Donc là, je vais juste vous montrer les aspects connexion directement sur l'IBMI, puis après, je vous montrerai depuis mon PC. Bon, ben, chouette, on a déjà un premier module qui nous affiche l'heure. Bon, on est content. Donc là, tout ça, en fait, c'était pour illustrer un module qui se rafraîchit automatiquement. Ici, on a mis un module avec une fréquence de rafraîchissement de 5 secondes. Et en fait, vous voyez que les secondes s'affichent toutes les 5 secondes. On n'a rien à faire, en fait. Et ça, on va pouvoir le configurer pour chaque module. Alors, peut-être un module un peu plus intéressant, c'est voilà, donc en plus qui reprend les couleurs de l'événement et du jour. Tout ça pour dire que les dashboards que l'on fabrique sont complètement personnalisables, hein, tant en termes de jeu de couleurs, de fond, d'écriture, de logo. Voilà, donc tout ça, vous allez pouvoir le personnaliser. Et ici, quelque part, c'est une visualisation de données qui se situe dans la bibliothèque ITIS POT, que vous avez dont on a pu parler tout au long de la journée, justement. Et donc là, par exemple, ça représente les montants de chiffre d'affaires cumulés par année, cumulés de tous les fournisseurs. Donc on voit, par exemple, qu'on a une idée de l'activité de l'entreprise. Cette même requête dans un query ou dans une requête SQL, c'est pas forcément aussi parlant, en fait. Deuxième chose, c'est que vous remarquez qu'il y a un petit bouton Excel, mais bon, on y reviendra après, c'est que là, on a activé un export Excel sur le module. Donc, en fait, on va pouvoir récupérer, pourquoi pas, des informations dans un fichier Excel. Donc ici, on voit des graphiques de type ligne, mais en fait, on va avoir plusieurs types de graphiques, notamment des histogrammes ou des barres horizontales, etc. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors là, on était sur la partie BMI. Le plus gros des démos, je les ai fait tourner également sur mon poste, en fait, qui va se connecter en ODBC. C'était tout simplement pour vous montrer que les deux solutions étaient possibles. Donc là, je me suis connecté sur le builder côté IBMI pour vous montrer un petit peu l'interface qu'auraient les informaticiens, en fait, hein, pour concevoir les dashboards et les mettre à disposition. Quelque part, la conception d'un dashboard va suivre exactement l'ordre du menu que vous retrouvez en haut. Donc, premièrement, en fait, on va pouvoir se connecter à une base de données. Et donc là, en fait, ici, je vais juste vous montrer ce connecteur. C'est qu'en fait, on n'a qu'un seul connecteur. Et comme on est sur l'IBMI, ben, en fait, c'est un connecteur sur localhost. Mais en fait, on se rend compte qu'on utilise de l'ODBC directement, même en local, en fait. Voilà, donc si je fais un petit test, voilà, j'ai bien la connexion qui fonctionne et puis on va pouvoir passer dans les modules. Voilà, ça, on va détailler un petit peu à la suite. Donc là, voilà, je me déconnecte de la partie IBMI. Voilà, je prends mon autre navigateur qui est sur, cette fois-ci, mon localhost. Donc vous voyez que là, cette fois-ci, je fais tourner une autre instance de SID, mais sur mon poste Windows, en fait, sur lequel, en fait, je vais me connecter. Voilà, donc je vais me connecter à la fois au builder et au visualizer. OK, donc là, on voit un premier dashboard qui s'affiche, donc avec un fond blanc, etc. Alors, j'ai regroupé quand même quelques premiers dashboards que j'ai conçus en pré-démo hein, pour vous montrer les possibilités. Donc, on va retrouver quelque part le même dashboard. Alors là, on a vu quelques petits temps de chargement. Ça va dépendre des temps réseau, des temps d'exécution de la requête, des volumes de données, etc. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que chaque module est indépendant, même si elles sont agrégées dans une seule et même vue. C'est qu'en fait, ça envoie les requêtes en parallèle et en fait, donc un module pourrait s'afficher avant un autre, etc. Donc là, on retrouve quelques informations voilà, qui sont agrégées dans différents graphiques. Donc là, par exemple, on retrouve des top 5. Alors moi, j'aime bien les top 5 quand on parle de visualisation de données, tout simplement parce que les top 5, top 10, on va rapprocher ça de KPI, en fait, hein, donc d'indicateurs de performance. Ou tout simplement pour isoler une donnée qui est plus importante. Donc on aurait pu avoir ceux qui génèrent le plus. Donc ça, c'est les références produits qui génèrent le plus de chiffre d'affaires, tandis que là, c'est les quantités les plus vendues, et là, c'est les fournisseurs qui ont réalisé le plus de chiffre d'affaires. Mais on aurait très bien pu faire à l'inverse le top 5, mais
des négatifs. Donc là, voilà, on a divers graphiques. On a également un tableau qui est volontairement très simple et qui reprend au final les données de la table qui contient les fournisseurs dans la bibliothèque ITS POT. Alors, un petit mot sur le fait que tout ce que je vous présente ici s'appuie sur la bibliothèque ITIS POT. Donc, si vous avez bien suivi les différents défis, ce sont des PF, ce ne sont pas encore des tables SQL comme on les a dans ITIS POT D. Tout ça pour vous dire qu'en fait, là derrière, c'est du SQL qui se joue, mais en fait, on peut valoriser justement les fichiers avant même de les convertir. Bon, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas les passer à SQL, hein, ça, ce message était quand même très important. Et donc voilà, donc là, on a un export, donc vous voyez que ça s'est affiché quand même relativement rapidement, on a quand même tous les fournisseurs de la base. Et pourquoi pas avoir un export justement de ces fournisseurs dans une feuille Excel. Voilà, donc là, ça les a extraits depuis l'IBMI. Ça m'a généré ce fichier Excel que j'ouvre à côté, hop, que je vous amène ici. Et donc là, en live, en fait, on a généré l'export Excel tel qu'il était configuré et mis à disposition de nos utilisateurs. Donc là, l'effort à fournir pour arriver sur ce type de tableau de bord et d'indicateurs et de graphiques, au final, il est vraiment minime. Il va être juste de faire la construction d'une requête SQL par module. Alors, en termes d'autres possibilités que je peux vous montrer un petit peu, voilà, donc là, c'en était un autre qui présentait justement des informations autour d'un fournisseur. Donc là, c'est pour un fournisseur et plusieurs années que l'on va choisir. Donc, c'était pour illustrer un dashboard, mais qui a des critères. Donc ça aussi, on pourra le configurer du côté du builder. Là, en fait, on a un petit rappel des critères qui sont actifs sur la page. Mais en fait, c'est pour le fournisseur numéro 440 019 et puis pour les années de 2018 à 2022. Si on ouvre les filtres de recherche, en fait, c'est par exemple si j'avais voulu que les informations de 2022, ok, je validais comme ça. Et une fois que je valide, voilà, ça m'a mis à jour au final tous les modules de ce dashboard qui, quelque part, ont besoin de ce paramètre. Là, je vous ai mis un graphique secteur. Alors, il y a beaucoup de monde dedans, mais déjà, c'est tout l'avantage d'un graphique, en fait. C'est que très rapidement, on voit en fait que c'est cette référence produit, cette référence produit, cette référence produit qui sont les produits de ce fournisseur-là, en fait, qui ont généré le plus de chiffre d'affaires. Hein. Là, la valeur exprimée est en chiffre d'affaires. Donc voilà, donc là, on a du select en list qui peut être alimenté via des requêtes SQL ou en dur, pourquoi pas, avec des listes statiques, des choix multiples. Donc si on voulait les 2 dernières années, donc 2021-2022, ok, donc là, les valeurs se sont mises à jour. Et puis là, un simple champ input, par exemple, sur un code. Donc je m'étais noté quelques autres codes fournisseurs. Voilà, donc là, on était sur Grand Rex Massari, et donc on passe sur un autre fournisseur. Donc voilà, ça c'était pour illustrer des modules qui s'appuient sur des filtres de recherche. Et puis, donc, bien sûr, je ne peux pas vous montrer en 40 minutes toutes les possibilités offertes par le produit. Mais là, c'est un dernier exemple. C'était juste, encore une fois, pour illustrer des KPI. Donc là, avec des graphiques de type jauge, où en fait, on exprime en fonction d'une année. Donc là, il y avait aussi quand même une notion d'année dans l'entreprise. Donc si je prends 2021, on va voir justement chaque graphique qui bouge légèrement en fait là, qui exprime le nombre de fournisseurs actifs, le nombre de références produits en tout qui a été commercialisé dans l'année, le chiffre d'affaires de l'année choisie, et puis les quantités vendues, etc. Et bien sûr, c'est nous qui pouvons configurer les différentes bandes des jauges pour donner la signification que l'on souhaite. Alors, je vais m'arrêter là sur le côté présentation des possibilités, des choses offertes aux utilisateurs métiers. On va repasser du côté un petit peu du builder pour essayer de voir en fait comment on fait pour arriver à ces résultats. Et tout ça pour voir qu'en fait, on y arrive relativement rapidement. Alors, premièrement, je reviens sur ma notion de connecteur. Donc ici, je suis sur mon environnement local. Donc, j'ai quand même un connecteur. Donc, vous voyez qu'en fait, on peut en avoir plusieurs. Là, que j'ai nommé ITIS, qui s'appuie également sur une source de données ODBC et qui pointe sur notre serveur IBM.
Donc, je peux le tester. Donc, voilà, ça va envoyer une demande de connexion. Donc là, on est correctement connecté. Tout ça pour dire également qu'on peut avoir des modules qui s'appuient sur un connecteur, des modules qui s'appuient sur d'autres connecteurs, et on pourra agréger dans un seul et même dashboard, au final, des modules provenant de différentes sources de données. Ça ne pose pas de souci. Donc ensuite, une fois qu'on a notre connecteur qui est prêt, il nous faut créer des modules. Donc en fait, ici, on a la liste des modules qui sont déjà fabriqués, donc en plus avec un petit filtre sur iBuild 2022, parce que sinon j'en ai un petit peu plus. Hein. Vous voyez que j'ai 5 pages de modules sur mon instance ici. Voilà, donc je refiltre sur simplement les modules que je vous ai présentés côté utilisateur. Et donc on pourrait créer par exemple un nouveau module, tout simplement en lui donnant un nom. Voilà. Et puis, par exemple, là, on va fabriquer ensemble un top 5 fournisseurs. Voilà, un top 5 fournisseurs, pourquoi pas. Donc, je vous montre un petit peu la requête que je vais utiliser. Donc, j'ai ouvert un ACS à côté, hein, puisqu'en fait, ça va être, tout va se passer dans SQL. Donc là, j'ai une requête qui fait une simple agrégation, justement, d'un fichier statistique. Et en fait, voilà, donc c'est 7 requêtes par mot que j'exécute, et qui me retourne en fonction de la zone de rupture du nom du fournisseur, en fait, donc le chiffre d'affaires par fournisseur. Voilà, en fonction d'une année en particulier. Donc là, en fait, je prends les 13 dernières années pour le POC. Et je fais un top 5 avec un limite 5. Là, ce qui est important, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas forcément la constitution de la requête, c'est juste vous dire c'est une simple requête SQL. Elles peuvent être plus compliquées. Donc là, je vais l'appeler top 5 démo. OK, donc là, comment on va vouloir le présenter? Donc c'est là où on a les différents types de modules que je vous ai présentés qui sont accessibles dans SID. Donc pourquoi pas un histogramme, allez, pour changer des barres horizontales. La deuxième étape, ça va être de choisir la data source. Donc là, bah, en fait, on a dit qu'on était sur, on veut attaquer les données qui sont sur l'IBMI. Donc je colle ma requête en question, donc qui va prendre, comme je l'expliquais tout à l'heure, les chiffres d'affaires regroupés par fournisseur des 13 dernières années. Ensuite, on a des opérations tout simplement de tuning, justement de style. En fait, on peut appliquer différents styles sur ces différents graphiques. On peut le passer en dark mode. Hein. Dark mode, ça ressort pas mal sur le fond orange justement du iBelieve. Ensuite, on peut afficher les data labels. Donc, ça va être en fait, on peut configurer le graphique pour afficher les valeurs par-dessus ou non. Et puis, chose qui va m'intéresser particulièrement, ça va être cette notion de bouton Excel. En fait, l'export Excel, c'est aussi simple de cocher ce bouton Excel, en fait. Donc là, je vais activer la fonctionnalité. OK. Donc là, ça y est, j'ai créé mon module. Si je vais ici, en fait, je retrouve le module que je viens de créer en dernière position qui se trouve ici. Et j'ai un petit indicateur qui me dit qu'il est non utilisé. C'est normal, je viens de le créer, en fait, mais je ne l'ai affecté dans aucun dashboard encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le prochain onglet, Dashboard. Je vais créer un nouveau tableau de bord, ici que je vais appeler démo live, comme ça on saura le retenir. C'est là où je peux affecter une couleur de fond, alors de mémoire. Alors, c'était pas forcément ce orange-là, mais bon, ça s'en rapproche, donc on va mettre un orange, pourquoi pas. C'est ici que l'on va définir quels sont les profils. Donc, quand on dit profil, au final, c'est vraiment des user profiles de l'IBMI. Donc là, il n'y a pas une gestion de profil à part dans l'outil. C'est vraiment, on autorise tel user profile à utiliser l'application. Et les requêtes seront jouées d'ailleurs avec le profil de l'utilisateur. Ensuite, le dashboard, en fait, on va choisir là où les modules que l'on veut voir affichés. Donc là, juste pour la démonstration, je vais prendre le dernier module que l'on a créé ensemble. On va attribuer ça dans la catégorie iBelieve pour ranger le dashboard à l'intérieur. On ne met pas de formulaire et on ne le rend pas public. Donc, par défaut, il sera privé si on ne le rend pas public. Donc là, j'ai créé mon dernier dashboard qui se trouve ici. Et quand on a plusieurs modules, j'y reviendrai là-dessus, mais en fait, on va pouvoir organiser les modules sur la page grâce à ce formulaire layout.
Donc là, j'ai créé voilà, celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter de ce côté-là. Donc côté visualiseur. Hein. Je viens de créer un dashboard qui maintenant apparaît ici. J'ai un accès. Et donc, bon voilà, la couleur que j'ai choisie là, c'était, j'aurais pu en choisir une plus sympa que du blanc sur du noir. Mais bon, ça se personnalise. Mais donc voilà, j'ai transformé ma requête SQL qui prenait le top 5 des chiffres d'affaires par entreprise en un graphique de type histogramme visualisable. Ici, j'ai la possibilité de faire mon export Excel. Alors, je vois qu'il y a une question justement sur le format Excel. On a prévu d'intégrer des formats CSV notamment. Mais là, aujourd'hui, c'est du XLSX qui est en sortie justement de ces exports parce que clairement, c'est ce qui nous a été le plus demandé en fait par nos clients qui utilisent Site. Donc, voilà, on a pris cette orientation-là. Mais on pourrait très facilement rajouter cette option-là dans notre logiciel. Hein. Nous, on est friand de feedback justement pour intégrer de nouvelles fonctionnalités dans le produit. Donc là, j'ai mon bouton Excel. Je vais recliquer dessus pour générer l'export Excel. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer dans cet export Excel? Parce qu'au final, j'ai juste cliqué sur la checkbox. Alors là, je n'obtiens pas l'Excel en question. L'effet démo, très certainement. Il marchait sur... Alors, je vais repartir sur, par exemple, celui-ci. Là, j'avais des exports Excel, par exemple, sur le montant CA. OK. Donc là, sur celui-ci, il est passé. Donc, j'ouvre ça. Et en fait, qu'est-ce que je retrouve dans l'Excel d'un graphique? Parce que tout à l'heure, j'avais fait l'export Excel du tableau ici. Hein. Mais en fait, je retrouve les données. Donc, en fait, ça, c'est mes zones de regroupement. Donc, c'était par année. Et puis, ici, c'était mes chiffres d'affaires, en fait, qui sont représentés dans mon graphique. Cependant, quand on a, par exemple, un indicateur ou un graphique, ça peut être intéressant, au final, d'avoir une vue récapitulative dans le graphique et dans l'Excel, une notion de détail. Et en fait, ça va se passer. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller modifier ce module-là du côté du builder. Donc, je vais dans ma liste des modules. Je crois qu'il s'appelait montant CA. Voilà, c'était celui-ci en graphique de type ligne en bleu. OK, donc je retourne dans mon onglet Excel. En fait, là, j'ai coché le bouton Excel. En fait, ici, je peux saisir une requête qui, au final, va remplacer lors de l'export Excel associé à ce module-là, ce qui va être quelque part recraché, redumpé dans le fichier Excel et non pas la requête qui définit le module graphique. Donc, ITX POT, et puis pourquoi pas le... Hop. Donc, je vais quand même mettre un limite 1000. Allez, donc là, par exemple, je prends toutes les données statistiques et les 1000 premiers enregistrements de statistiques. Bon, ça n'a pas spécialement de sens, mais c'est vraiment pour vous illustrer la fonctionnalité. Donc, je reviens ici. OK, je rafraîchis mon tableau de bord. Et donc, je relance ma requête Excel. OK, et donc là, j'ai récupéré les 1000 premiers enregistrements de mon fichier statistique. Voilà, avec toutes les colonnes. Donc, j'ai mis un select étoile et donc, par défaut, ça prend les noms des colonnes. Si jamais vous voulez redéfinir les entêtes, c'est tout simplement les noms de zones. Donc, en fait, il vous suffit de mettre un alias. Et donc, on va tomber sur pile une ligne avec l'entête. Donc, la notion de refresh automatique, elle est également très simple à mettre en œuvre sur un module. Alors, c'est très parlant sur la notion d'heure. Donc, je vais revenir sur la notion d'heure courante ici. Je vais modifier ce module-là. Et en fait, on voit qu'on a une fréquence de rafraîchissement en millisecondes. Donc là, c'est toutes les 2 secondes. Je vais le passer peut-être à toutes les secondes. Je peux également rajouter sur tous les modules un bouton refresh qui permet non pas d'automatiser le refresh, mais l'utilisateur peut rafraîchir un module et non pas toute la page si c'était nécessaire. Donc là, je passe la fréquence de rafraîchissement à toutes les secondes pour afficher l'heure du serveur.
je vais afficher le dashboard qui m'affiche simplement ce module-là que je vous présentais tout à l'heure. Et donc là, en fait, on va voir que toutes les secondes, en fait, il y a une requête qui repart pour alimenter ça. Donc là, on est sur toutes les secondes, mais bien évidemment, on pourrait avoir toutes les 10 minutes, par exemple, ou ce type de choses. On a des clients qui utilisent en fait des dashboards comme ça avec des rafraîchissements automatiques parce qu'en fait, ils affichent leur tableau de bord dans des entrepôts, par exemple, avec des préparations de commandes. Et en fait, il n'y a pas un opérateur qui vient faire F5 dans le navigateur justement pour rafraîchir ces choses-là. Et donc, en fait, sur un grand écran dans l'entrepôt, et bien, en fait, les commandes, au fur et à mesure qu'elles arrivent, ou le picking, ou les préparations de commandes, vont se mettre à jour en fonction de ce qui arrive et de ce qu'il y a à faire dans la journée. Et donc, en fait, voilà, il n'y a pas de... Enfin, le refresh se fait automatiquement, et donc on est toujours à jour sur ce qu'il faut faire. Autre notion, alors je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais y passer vraiment très rapidement, c'est la notion que je vous ai montrée justement du côté des tableaux de bord. Dans ce type de tableau de bord, en fait, on retrouve des filtres. En fait, ces filtres, que je vous montre un petit peu comment on peut les configurer et comment ça agit, tout va se passer au final dans l'onglet formulaire, enfin tout, presque. En fait, ici, vous allez créer un formulaire et c'est cet objet formulaire que vous allez rattacher à un dashboard. Cet objet formulaire, il va être composé de champs de formulaire et c'est à vous de créer chaque champ de formulaire. Et donc, dans ces champs de formulaire, vous allez pouvoir évidemment les nommer. Et à aujourd'hui, en tout cas, on intègre 3 types de champs, donc des simples inputs en saisie, mais également des listes select. Donc, une liste select, en fait, c'est à vous de saisir une liste statique de valeurs possibles, avec la possibilité justement de donner à l'utilisateur des choix multiples ou non. Et puis le select dynamique, qui lui au final va s'appuyer donc sur un connecteur et une requête SQL. Et c'est l'exécution de cette requête SQL, en fait, c'est le résultat de cette requête qui va alimenter la liste déroulante qui sera accessible dans les filtres. Encore une fois, avec la possibilité de faire des selects multiples et des aperçus. Les aperçus, c'est quand on cache les filtres, ben en fait, c'est ce qui apparaît ici avec des petits badges pour avoir quand même le récapitulatif et le contexte sur notre tableau de bord. Donc, une fois qu'on a créé les différents champs de formulaire, donc en fait, ça va être nos différents critères de recherche, on peut agréger ces différents champs dans un formulaire, tout simplement en sélectionnant les champs comme ça dans la liste. Donc, par exemple, tac, 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 comme ça. OK. Une fois que j'ai créé mon formulaire, je retourne dans les tableaux de bord. Et un tableau de bord en particulier, donc je vais venir en modification par exemple de ce champ formulaire, et bien en fait je viens lui attribuer un formulaire. Et donc ici, bien en fait, on voyait qu'on a eu le formulaire qui s'appelait fournisseur rayonné. Ensuite, comment ces paramètres sont injectés dans les requêtes SQL? En fait, on a vu ensemble que quand on créait un module, on saisissait une ou plusieurs requêtes d'ailleurs. Si on a un graphique multisérie, on peut tout à fait écrire plusieurs requêtes dans un seul et même module. Et bien en fait, on va avoir des éléments pour insérer quelque part les éléments dynamiques. Je vais juste vous montrer un exemple rapidement avant de repasser sur la présentation et pour conclure. OK. Donc ici, voilà, par fournisseur rayonné par exemple. Donc je réouvre mon module. Si je reviens dans les requêtes, et bien en fait, on insère par exemple le paramètre que l'on a appelé fournisseur avec dièse fournisseur dièse. Et si on a des paramètres multiples, c'est pas le dièse, le séparateur, c'est le e-commercial. Bref, il y a des techniques, c'est documenté, on a accès justement aux informations au travers de petits helpers intégrés directement dans le logiciel. Alors, il me reste 30 secondes pour conclure. Donc, je reviens ici sur là-dessus. Donc, en gros, si on devait récapituler, ben, en fait, on passe de requêtes, potentiellement, c'est schématisé, hein, mais de requêtes que l'on peut faire dans STRSQL ou dans des queries ou ou depuis des écrans 52-50 à des choses plus graphiques avec des possibilités, par exemple, pour faire de l'Excel. Donc, pour aller plus loin, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que déjà, vous pouvez nous contacter et vous pouvez démarrer avec une licence trial, en fait, tout simplement pour essayer le produit dans votre environnement ou en satellite.
Et si c'est les possibilités de l'open source qui vous intéressent, en fait, c'est pareil, hein, vous pouvez nous contacter, vous pouvez mettre des messages aussi dans le chat hein, pour qu'on puisse parler des possibilités de l'open source. Seed étant qu'un exemple au final des choses que l'on peut faire avec des briques open source comme PHP. Hein. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais Seed, c'est vraiment bâti sur PHP. Donc, merci à vous pour votre attention. Et puis, je vous invite à rejoindre donc, dans 5 minutes la dernière présentation qui va faire un récapitulatif de cette super journée de modernisation au travers des différents défis. Donc, je reste un petit peu histoire de voir s'il y a des questions. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Hop. Alors, je ne vois pas spécialement de questions, donc je pense que c'était clair. Donc, je vais quitter le live. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.